Ok, on reste sage maintenant. Bon, bienvenue à tous déjà à ce webinaire sur le sujet de la RSE qui a intéressé pas mal de monde et qui est une nouvelle offre chez l'Empereur et Associés et qu'on voulait absolument vous présenter avec Nathanaël et Emmanuel. Merci beaucoup au cabinet L'Empereur. Effectivement, c'est important. La RSE, on en parle énormément et la problématique euh, qu'on rencontre souvent, c'est que les plus petites entreprises se disent soit qu'elles ne sont pas concernées, soit ne savent pas comment aborder le sujet parce que lorsqu'on tape RSE sur Internet, on voit des audits, on voit du conseil, on voit des coûts exorbitants et on se dit, oula, non, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps homme à accorder à ça. Et l'idée que l'empereur a eue, c'est d'apporter une solution euh, facilement déployable, facile à mettre en place, mais qui est surtout concrète et auditable. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui lors de cette présentation. Nathanaël, peut-être que tu veux dire un mot avant qu'on se lance dans la présentation? Bah oui, c'est déjà, je suis ravi de pouvoir faire ce webinaire avec vous pour présenter un petit peu les avantages de la mise en place donc d'une démarche RSE et puis les différentes nouvelles missions que nous vous proposons donc en lien avec la démarche RSE. Et donc, c'est notamment la réalisation, comme on va le voir, de deux rapports RSE qui vous fourniront donc plusieurs indicateurs clés en matière RSE ainsi qu'un score qui en découle. Tout à fait. Euh, donc, effectivement, alors lorsqu'on parle de RSE, déjà, il faut être sûr et comprendre très bien de quoi on parle, parce que souvent, lorsqu'on parle de RSE, on pense, et à juste titre, hein, écologie, mais ce n'est pas que ça. Déjà, la RSE, c'est pas la responsabilité euh, sociale des entreprises, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. La nuance, elle est où? La nuance, elle est dans le fait que la RSE ne va pas prendre uniquement la relation avec les hommes, donc le social, mais la relation avec toute la société, donc avec tout l'écosystème de l'entreprise. Et on va le voir hein, au fil de la présentation qu'on va faire ensemble, c'est que la RSE va regarder aussi bien les droits des hommes que la gouvernance, que la relation avec les clients, parce qu'on peut avoir cette pression, la relation avec les fournisseurs. Vous êtes sûrement euh, concerné ou potentiellement concerné par cette pression des fournisseurs, donc de vos donneurs d'ordre qui arrivent sur les sujets de RSE. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, les TPE n'ont pas d'obligation légale à aller vers la RSE. Par contre, on le voit, on le sait, vous allez avoir une pression qui va arriver de vos donneurs d'ordre, de vos clients, de vos salariés, parce que vous peinez à recruter, parce que votre client vous demande quel est votre engagement sur tel élément, parce que lui, il a besoin de ça pour choisir également s'il travaille avec vous ou pas. Euh, et donc, c'est là qu'on va voir la réelle importance de la RSE, c'est via la pression qui va venir des différentes parties prenantes. Et donc, on va pouvoir apporter des réponses, pas uniquement sur l'écologie, bien sûr, on y a la partie environnementale, mais sur la partie économique également de l'entreprise. Quelle est pas que la santé économique d'ailleurs de l'entreprise, mais comment est-ce que l'entreprise interagit avec son écosystème sur le point économique, on va le voir, et également tout ce qui est social. Mais social, ce n'est pas uniquement euh, les conditions de travail des salariés, ça va être également typiquement euh, comment est-ce qu'on travaille avec les droits des hommes, euh, comment est-ce qu'on travaille avec euh, l'exposition l'exposition à la corruption, l'exposition au travail des enfants. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font partie de la RSE et souvent on se dit, bah non, la RSE c'est que de l'environnement. Non, la RSE c'est beaucoup plus complet que ça et beaucoup plus complexe d'ailleurs également que ça. Euh, mais comme je l'ai dit et on va en parler également hein, côté tarif, euh, les entreprises se disent, oula, moi j'ai pas les ressources, la RSE, ok, c'est très bien, mais moi, j'ai pas des milliers des cents à mettre dans un rapport RSE. On m'en a parlé, je sais qu'il faut du temps homme. Moi, j'ai pas du temps homme. Euh, et, et puis surtout, il y a un flou
énorme qui existe autour de la RSE, parce que lorsqu'on vous parle RSE, on utilise plein de termes savants, sachants également. Et moi, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous démocratiser totalement la RSE. Euh, la première victoire qu'on aura lors de la fin de cette présentation, c'est que vous seriez dit, OK, je comprends tous les enjeux et tout le spectre de la RSE très facilement, et je comprends l'avantage et l'intérêt de faire un rapport RSE pour mon entreprise. Voilà aujourd'hui l'objectif de ce webinaire, et de faire de manière vraiment très, très, très simple. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va proposer à vous, entreprise? On va vous proposer de produire pour les TPE, pour les PME et les associations. Donc, vous l'aurez compris, hein, on n'est pas à destination des grands groupes. Un rapport qui va contenir un score extra-financier, qui va contenir des indicateurs RSE qui sont auditables, d'accord? Et on va le faire en analysant vos données comptables et sociales. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on va passer par votre cabinet comptable, par l'empereur, qui lui va faire ce travail parce qu'il a les données. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'on va pouvoir faire votre rapport RSE sans vous demander du temps homme, parce que c'est l'empereur qui va produire votre rapport, qui va prendre ce temps homme-là, en fait, pour produire votre rapport. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important que vous le gardiez en tête. C'est nous qui produisons votre rapport, c'est l'empereur qui produit votre rapport et qui vous le restitue. L'idée étant justement de pouvoir ensuite rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Voilà. Et donc concrètement, pour entrer un peu plus dans le détail, qu'est-ce que vous allez avoir avec ce rapport? Vous allez avoir un score, bien sûr, qui est général. Vous allez voir, on a plusieurs types de rapports, mais quel que soit le type de rapport, vous allez avoir un profil d'empreinte carbone. C'est quelque chose qui est énormément demandé, qui est très important. Attention, il y a une nuance entre une empreinte carbone et un bilan carbone. L'empreinte carbone va vous donner une statistique de votre impact carbone. Le bilan carbone va aller plus dans les détails de votre consommation et de votre impact. Dans le sens, un exemple très clair et très simple, lorsque vous faites une empreinte carbone sur le post-transport, par exemple, euh, on n'invente pas, hein, cette empreinte, c'est l'ADEME qui est l'organisme national qui nous donne justement votre empreinte carbone sur ce post-transport-là. Donc, on est en capacité de dire, vous avez consommé X euros, et donc vous avez votre empreinte par kilo euro, hein, tout simplement, carbone. Lorsque vous faites un bilan carbone, par contre, sur le compte transport, on va aller regarder, est-ce que vous avez pris la voiture, l'avion, le vélo électrique, le train, la voiture, est-ce que vous avez pris une thermique, une électrique, est-ce que vous l'avez roulé en été plus ou en hiver, l'avion, vous l'avez pris en été, en hiver, et l'impact n'est pas le même en fait. Donc, vous voyez, le travail non plus n'est pas le même, et donc la sollicitation qu'on va vous faire n'est pas la même non plus. Je ne dis pas que le bilan carbone n'est pas bon, attention. Au contraire, nous, notre travail, lorsque vous allez faire un rapport RSE, euh, ça va être de vous donner cette première vision-là de votre impact. Et bien sûr, demain, vous allez pouvoir repartir vers l'empereur et dire, ben, OK, j'ai fait mon rapport sur 2, 3, 4 ans, j'en vois l'intérêt, et maintenant, je veux aller plus loin, je veux maintenant réaliser un bilan carbone. Et nous, on aura réussi notre mission, clairement. Mais aujourd'hui, un bilan carbone qui va vous coûter des dizaines de milliers d'euros sur la taille de l'entreprise, qui va vous demander du temps homme, j'imagine que si vous êtes une TPE, une PME, vous n'avez pas forcément le budget ni le temps à y consacrer. Voilà, on en revient à ça en fait. Ok. Donc c'était cette parenthèse sur l'empreinte carbone. Donc nos données, nos rapports sont basés sur les 7 axes de l'ISO 26000, et on va pouvoir également vous sortir, et je ne vais clairement pas essayer de vous perdre à ce niveau-là, un rapport de durabilité simplifié. C'est un type de rapport qui va pouvoir vous être demandé par vos donneurs d'ordre qui, eux, seront impactés par une norme européenne qui va arriver en 2025, qui est la CSRD réglementaire, qui concerne les boîtes de plus de 250 salariés. Hein. Donc, je ne crois pas qu'on ait ce profil parmi ceux qui sont ici. Par contre, vous pouvez avoir cette pression de vos donneurs d'ordre de dire, ben, alimente-moi sur mon engagement RSE avec tel élément de la norme CSRD. Et donc, nous, on va pouvoir vous accompagner sur ce point-là. Voilà ce qu'il faut retenir à ce sujet, très simplement, j'ai envie de dire.
La finalité de tout ça, c'est quoi? C'est pas juste de dire, OK, j'ai mon rapport et c'est top, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? L'une des choses que vous allez pouvoir en faire, c'est clairement rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, vous allez pouvoir également avoir un outil de pilotage des actions. J'ai envie de dire, c'est un temps 2, c'est pour ça que je ne m'attarde pas non plus dessus, mais dans un temps 2, vous allez pouvoir piloter vos actions pour dire, OK, je veux m'améliorer sur tel point, je ne sais pas moi, la répartition de la richesse, par exemple, donc je vais mettre une action spécifique. Euh, Mon impact environnemental, donc je vais mettre une action spécifique également, et la suivre tout au long de l'année, et pouvoir voir ensuite son impact sur mon rapport de l'année qui suit. Voilà. Une fois que je vous ai dit tout ça, concrètement, comment est-ce qu'on va calculer un rapport? Parce que c'est important que vous compreniez également la dynamique euh, derrière la production d'un rapport. Vous aurez un produit fini, certes, mais il y a un travail qui est fait, notamment par le cabinet, surtout d'ailleurs, pour le coup, par le cabinet de l'empereur, pas par ABCSR. En fait, le cabinet de l'empereur va récupérer vos DSN et vos FAQ qu'ils ont à disposition, va les charger sur notre plateforme ABCSR, bien sûr, qui est sécurisée, on en reparlera. Euh, et la solution va faire un mapping entre les comptes comptables de votre outil et notre référentiel interne. Le travail que le cabinet aura à faire à ce niveau-là, c'est de bien vérifier que le mapping s'est bien fait, modifier. En gros, le mapping, c'est la catégorisation de vos comptes comptables dans notre référentiel. Voilà. On va pas utiliser du franglais, on va utiliser des termes qu'on comprend tous. Et donc, l'empereur va aller bien catégoriser vos données comptables, en fait, pour être sûr de ressortir et de pouvoir bien analyser la substance de vos données. Ensuite, nous, on va faire un travail, c'est qu'on va aller mapper, on va aller confronter, c'est même ça le bon terme, les données internes de l'entreprise à des données externes qui nous proviennent de plusieurs sources, qui vont pouvoir nous provenir, j'en ai parlé, de l'ADEME, par exemple. L'ADEME, c'est, comme je vous le disais, hein, l'organisme qui donne des facteurs d'émission par kilo-euro en termes d'empreinte carbone, mais qui vont pouvoir nous provenir également de ministères de la Santé, des Finances, de l'INSEE, de la Caisse des retraites, de l'ONU, de Transparency International pour des données internationales, l'exposition à la corruption, par exemple, selon le type de rapport, l'exposition au travail des enfants, on en a parlé également selon le type de rapport. Donc, il y a cet algorithme qui va tourner pour confronter vos données internes à des données externes, d'accord? Et puis surtout, le travail qui va être fait ensuite pour vous sortir votre score, ça va être un travail de benchmark. Encore une fois, c'est des termes très anglais, mais en gros, euh, ce qu'on va faire, c'est on ne va pas impacter de la même manière une entreprise qui travaille dans le BTP, par exemple, ou un garage, puisque de ce que j'ai cru comprendre, on a un garage qui est parmi nous. On ne va pas l'impacter de la même manière un garage qu'une entreprise dans le service, sur certains indicateurs ou sur tous les indicateurs. Donc, on va aller prendre vraiment le secteur d'activité et on va apposer une notation par rapport aux risques et aux besoins du secteur d'activité bien précis. Voilà. Donc, voilà un peu le process euh, du travail. Donc, une fois que le cabinet l'empereur a produit votre rapport, euh, donc vous l'avez bien compris, hein, dans tout ça, il ne vous est rien demandé finalement, ou pratiquement rien. C'est vraiment l'empereur qui va faire le travail à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que l'empereur aura produit le rapport, le temps qui vous sera demandé, c'est une trentaine de minutes pour vous restituer votre rapport avec les différents indicateurs. Donc, Nathanaël ou Leslie pourront vous envoyer un rapport type pour que vous ayez une idée, en fait, des différents indicateurs. Mais de toute façon, on passera déjà lors de ce webinaire sur certains indicateurs. Euh, En termes de sécurité des données, parce que ça, c'est important, on en a parlé, on dépose quand même des données qui sont importantes pour vous. Il faut savoir que nos données sont hébergées déjà en France dans un cloud qui est dit un cloud souverain. Donc, c'est en garantie que les données resteront toujours en France parce que c'est pas un cloud où demain ils pourront nous dire bah, on va héberger les données finalement aux États-Unis ou en Chine ou peu importe. Non, c'est un cloud où on a la garantie que les données resteront toujours en France, qui est certifié ISO 26000 avec des tests d'intrusion très réguliers, d'accord, pour vous garantir également la confidentialité des données. Pour vous donner un exemple du niveau de sécurité, on est dans les mêmes data centers qui hébergent les données
de l'Assemblée nationale, des ministères. Donc voilà, on est à un niveau de sécurité très, très, très important. Bien sûr, on va garantir également tout ce qui est RGPD et puis on garantit également la disponibilité de vos données. Ça, c'est un point important. Vous avez votre rapport euh, qui, euh, qui vous est propre, d'accord? Et il est à vous. Il n'est pas à d'autres personnes. Il n'est pas au cabinet. Il n'est pas à BCCR. C'est votre rapport à vous. Voilà. Une fois que tout ça c'est dit, qu'est-ce que vous allez gagner, j'ai envie de dire, à utiliser le rapport? Déjà, un point qui est très important, vous l'aurez compris, c'est votre cabinet qui va vous apporter cette solution-là, qui va répondre à vos besoins. Et pourquoi est-ce que c'est important de travailler avec votre cabinet sur ces sujets de RSE? Déjà, parce que, alors vous le savez, donc je ne vais pas vous le rappeler, hein, votre cabinet, c'est votre tiers de confiance numéro un, même avant votre banquier. D'accord? C'est lui qui connaît vraiment votre entreprise, qui connaît votre écosystème, qui connaît vos chiffres également, beaucoup plus que le banquier qui connaît juste vos comptes, par exemple. Euh, donc lui, il connaît vos chiffres. Et puis surtout, il a la maîtrise des données qu'on va utiliser pour produire votre rapport. C'est-à-dire qu'il est garant de la bonne qualité de vos données comptables, de vos données sociales. Et donc, c'est en toute logique qu'il faut lui confier votre rapport extra-financier. Puisque dans extra-financier, il y a financier, et le financier, c'est vers lui que vous allez aller pour en parler. D'accord? Et puis surtout, et ça c'est très important, il saura vous accompagner dans une démarche qui est en adéquation avec vos objectifs de croissance. Un exemple très simple que je donne souvent, on me dit, et je l'entends souvent, ah ben tiens, je vais pas faire de la RSE parce que je travaille avec des fournisseurs, je sais pas, chinois, japonais, en Asie, ils sont loin, donc c'est pas très RSE. Non, votre comptable ne vous dira jamais, arrête à tout prix de travailler avec des fournisseurs chinois, parce que ça dépend pourquoi. Si vous devez travailler avec un fournisseur qui est dans votre localité, dans votre zone géographique, mais qu'il est 10, 15, 20 fois plus cher et qu'il met en péril la bonne santé financière de votre entreprise, bah, votre comptable ne vous le conseillera pas. Et c'est ça également de la RSE. La RSE, c'est prendre en compte les enjeux de l'entreprise et y apporter des objectifs qui sont concrets par rapport à la bonne santé de l'entreprise. Parce que si l'entreprise n'existe plus, ben, il n'y a plus de RSE. Donc comme ça, au moins, la question, elle est vite répondue, j'ai envie de dire. OK. Euh, mais concrètement, vous allez pouvoir également, et ça, Nathanaël, c'est sûr que vous avez également des cas d'usage chez l'empereur, utiliser les indicateurs pour plein de raisons différentes. Nathanaël, est-ce que tu peux nous donner justement des retours d'expérience et de comment est-ce que c'est utilisé? Oui, tout à fait. Alors les indicateurs, RSE, ils vont permettre déjà de faire un état des lieux, en fait, de la démarche de l'entreprise. Donc ça va être de formidables outils de communication qui vont permettre donc de valoriser, sa performance RSE, donc de manière concrète, hein, et de se positionner, donc de se différencier par rapport aux autres acteurs de son marché. Mettre en place une démarche RSE, ça va aussi permettre, de se développer, donc pour répondre, comme, tu l'as dit Emmanuel, aux exigences, grandissantes, des clients, donc en termes d'achat responsable, ou de pouvoir se positionner notamment sur des appels d'offres, dans le public. Maintenant, ils vont beaucoup demander, de montrer, de valoriser sa démarche RSE. Ça va être également de progresser au quotidien dans son activité et son développement, donc par la mise en place et le suivi, d'une démarche, d'amélioration en continu. Un avantage qui est quand même important, dans le fait de mettre en place une démarche RSE, ça va être de pouvoir demander à bénéficier de taux bonifiés ou de taux divers auprès des différentes banques qui le permettent, et donc ça va permettre de trouver, des sources de financement qui vont être quand même facilitées, notamment pour des investissements, divers qui vont permettre d'aider, la démarche RSE. Et puis mettre en place une démarche RSE, ça va être aussi de mobiliser, ses salariés, de les fidéliser dans un sens et de les engager davantage, dans des projets, qui vont être, porteurs de sens. Totalement. Et pour compléter d'ailleurs ce que tu dis, Nathanaël, un exemple dont je n'étais pas au courant par rapport à la RSE, un cas d'usage encore de la RSE, je l'ai appris la semaine dernière, c'est que, par exemple, les assurances demandent également aujourd'hui aux entreprises leur engagement, leur rapport RSE,
et leur accorde des coûts réduits, des réductions sur leurs cotisations lorsqu'elles ont un engagement RSE. Parce qu'elles estiment qu'elles ont déjà au moins connaissance des différentes opportunités et risques de leur entreprise. Et qui dit RSE dit engagement, dit un pilotage également systématiquement, parce que une fois que vous avez pris connaissance de certaines choses, même inconsciemment, vous rentrez déjà dans une démarche d'amélioration continue, et donc elles vous accordent des réductions sur vos cotisations euh, avec un rapport RSE. Donc aujourd'hui, on parle d'avantages concrets, on parle de retour sur investissement concret. On ne dit pas juste, OK, la RSE, c'est bien pour la planète, soyez philanthrope, et non. Aujourd'hui, on dit, ben, vous allez avoir des points en moins sur votre ligne de crédit. C'est concret. Vous allez avoir euh, des réductions sur votre assurance. C'est du concret. Vous allez pouvoir répondre à des appels d'offres. Aujourd'hui, c'est du concret. Voilà. À quoi va servir effectivement euh, la RSE. Et puis, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail OK, on vous parle de RSE. Pour le moment, ça reste encore très vague, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer? On va vous proposer plusieurs types de rapports qui vont de la très petite entreprise à la belle PME. Donc, une TPE qui va faire moins de demi-million de chiffre d'affaires, qui a moins de 10 collaborateurs, on va déjà lui proposer un rapport avec déjà un niveau de profil d'empreinte carbone systématiquement. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Une TPE plus, moins de 1,5 million, moins de 20 collaborateurs, des rapports associations et des rapports PME pour les entreprises de plus de 20 salariés qui seront également potentiellement concernés par le rapport de durabilité simplifié. Alors, moi, là, j'ai une question pour les participants. Juste, est-ce que vous pouvez me dire, activez votre micro 2 secondes ou mettre dans le chat, me dire quelle est la taille de votre entreprise pour que voilà, je sache à peu près euh, quelle est la typologie d'entreprise auquel on a affaire. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, je suis preneur. Coralie, si vous pouvez activer votre micro ou mettre dans le chat comme vous voulez. Ah, votre micro est désactivé ou... Ah ben, allez, super. Donc, j'ai le chat. Bonjour Coralie. Donc, juste me mettre le nombre de collaborateurs. 30 personnes. Super. Donc, voilà. Typiquement, vous êtes concerné par le rapport PME. Zoé, dites-moi, est-ce que vous nous entendez? OK. Alors, Zoé n'a pas d'entreprise, donc vous êtes seul. OK, très bien. Donc, TPE, par exemple. Martha, C'est est-ce juste que que... je fais partie du groupe L'Empereur. Donc, OK, c'est juste, d'accord. je suis là pour information. OK, super. Super, très bien. Martha, Oui, trois. bonjour. Oui, moi, j'ai pas d'entreprise non plus. Je suis ici, pareil que, enfin, en information et en formation dans le domaine de la RSE. OK, super, très bien. Et donc là, typiquement, vous voyez, j'ai une entreprise de 30 collaborateurs, une entreprise de 3 collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment très représentatif de ce que nous, on essaie de faire chez ABCSR, c'est qu'on va apporter une solution à l'entreprise de 3 collaborateurs et à l'entreprise de 30 collaborateurs également. Et ça, vous allez pouvoir le voir également par la suite. Alors, concrètement, lorsque vous allez faire votre rapport, vous allez avoir dans un premier temps votre score global. Euh, alors, on a tous le syndrome de bon élève hein, et on veut avoir la meilleure note possible, mais l'idée ici, et le plus important, ce n'est pas d'avoir la meilleure note possible. Le plus important, c'est plutôt on dit pouvoir se positionner sur son engagement RSE et voir ses points d'amélioration. D'accord. Donc là, vous allez avoir le score avec une note, une lettre attribuée. Donc là, typiquement, on a un très bon élève, puisqu'elle a un score global de 75 sur 100 et ça lui attribue le score de A. Très bien. Mais comme je vous l'ai dit, on va ensuite avoir le profil de notation. Qu'est-ce que c'est que le profil de notation? Ça va être de dire, OK, vous êtes dans le BTP, vous êtes dans le service, vous êtes dans le transport. Quelle est la pondération, quel est l'impact de chacun des axes sur votre note? Ici, la gouvernance, sur l'axe de la gouvernance, qui est un axe de l'ISO 26000, cette entreprise a eu le score de 86 pardon, sur 100. Ben, c'est très bien, c'est un très bon score. Par contre, ça ne pèse qu'à 5% sur son score global, qui était de 75 sur 100.
Mais si on regarde l'environnement, il a eu 96, c'est très très rare qu'on ait du 96 sur 100, je vous le dis, en environnement. Mais par contre, s'il avait eu par exemple du 50, du 40, ben, son score aurait été très énormément déprécié parce que l'environnement, pour elle, compte à hauteur de 43%. Donc, il y a une très très forte importance dans son activité. Voilà. L'importance de cette pondération-là, mais c'est également l'importance qu'on puisse vous apporter cette information et vous l'expliquer très simplement, mais très concrètement également. Et ensuite, on va rentrer dans chacun des indicateurs avec à chaque fois l'information du score, ainsi de suite. Donc, typiquement, ici, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise a une émission de CO2 par collaborateur. Donc, comment est-ce qu'on l'a calculé? Donc, on vous donne toujours les modalités de calcul. Les modalités de calcul, c'est l'estimation de l'empreinte sur la base des natures de dépenses et des émissions moyennes par nature de dépenses. Donc, ça veut dire qu'on prend les natures de dépenses dans vos données comptables. On va prendre le transport, bien sûr, mais on va prendre l'électricité, on va prendre le gaz, on va prendre voilà, tout un tas de nature de dépenses qu'on va venir corréler avec les émissions moyennes par nature. Et on vous donne toujours la source. Donc la source, on ne l'invente pas. Ces émissions moyennes nous sont données par l'ADEME. Voilà. Et donc, sur cette entreprise, qu'est-ce qu'il faut regarder? Sur cette entreprise, on nous dit que le benchmark, donc dans son secteur d'activité, le benchmark est de 87 sur 100. Si elle arrive à avoir un objectif de baisse de 6% par année, ben, elle respecte les objectifs qui nous sont fournis par les ODD, qui sont les objectifs de développement durable. Donc, encore une fois, vous voyez, on n'invente rien. C'est vraiment des données concrètes. Et donc, ici, on voit qu'elle arrive elle a fait baisser sa consommation en 2022 et 2023. Très bien. Donc, elle a un résultat de moins 5,2. Donc, elle n'a pas eu le score de 100 sur 100 parce qu'elle n'est pas à la baisse de 6%. Mais par contre, euh, elle a eu un score de 92 sur 100. Donc voilà. Et il y a quand même une amélioration de son impact carbone par collaborateur dans ce cas-là. Et donc, on peut le valoriser très concrètement par rapport à des données sourcées. Voilà. Après chaque indicateur, et ça c'est très important, et d'ailleurs, Nathanaël, je pourrais euh, te demander comment vous accompagnez justement les clients sur ces éléments-là. Mais après chaque indicateur, on va avoir également des propositions d'initiatives, des propositions d'action pour venir améliorer ce score. Et justement, Nathanaël, quel est le plus que l'empereur va apporter à ce sujet-là? Tout à fait, ça va être donc pour chaque indicateur. L'objectif, ça va être nous de pouvoir vous accompagner dans la proposition d'initiatives ou donc d'actions personnalisées en fait en fonction donc des caractéristiques de l'entreprise, du secteur d'activité. Et donc, ça va être de mettre en place des indicateurs clés de performance, par exemple, et puis de voir avec vous, selon un rythme qu'on aura défini, leur suivi afin de maintenir ou d'améliorer l'indicateur qu'on aura choisi de travailler. Ok, super. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment très important à vous dire qu'on n'est pas là juste pour vous donner une information et ben, vous en faites ce que vous voulez. Non, le cabinet vous accompagne concrètement également dans, ben, vous avez cette information et comment est-ce qu'on peut, même lorsque vous avez un très bon score, on peut toujours faire mieux. Comment est-ce qu'on peut toujours rentrer dans cette démarche d'amélioration continue et tout au moins maintenir ce niveau de score. Un autre exemple d'indicateur qu'on va avoir, c'est le partage de la création de valeur. Ok. Ici, c'est la répartition de la richesse, hein, finalement, dans l'entreprise. Et donc là, vous avez un état des lieux, ok, de la répartition entre vos impôts, les taxes, les actionnaires, ainsi de suite. Donc là, typiquement, on voit que le benchmark est de 58 sur 100. L'idéal pour avoir les 100 sur 100, il faut que ce soit 4 parts égales. Mais là, on n'y est pas du tout. On a un score du coup de 42 sur 100. Nathanaël, typiquement, une entreprise qui a ça, comment est-ce qu'on pourrait l'accompagner dans l'amélioration? Quelle serait la plus-value justement de l'empereur? Mais alors là, pour ce type d'entreprise, typiquement, on peut voir que la répartition n'est pas forcément optimale, notamment au niveau des salariés. Donc nous,
en mesure de proposer, voilà, pourquoi pas, de mettre en place des accords d'intéressement qui vont permettre d'augmenter le pourcentage qui revient aux salariés. Ok. Effectivement, l'idée, ça va pas être de dire payer plus d'impôts ou quoi, c'est de, de réfléchir à comment est-ce que on peut euh, égaliser au maximum cette répartition de la richesse-là. Effectivement, ça peut être une bonne solution pour proposer, en tout cas pour améliorer ce score-là et cet indicateur. Bah, pareil, l'un des éléments qu'on va avoir, c'est l'indice, alors ce qu'on appelle EGAPRO. Théoriquement, souvent on se dit, ben, c'est juste une division, mais c'est un peu plus complexe que ça en fait. Déjà, ça va s'appuyer sur un score, une méthode de calcul de score qui s'appelle le score EGAPRO, qui nous provient euh, d'un ministère, alors je ne saurais plus vous dire exactement lequel, mais en tout cas qui nous provient d'un ministère. C'est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Là, typiquement, parmi les entreprises qui sont là, on n'a pas des entreprises de plus de 50 salariés, donc vous n'avez peut-être pas fait votre score EGA Pro, mais dans le cadre d'une entreprise de moins de 50 salariés, nous, on va utiliser un calcul simplifié pour ressortir justement ce score, cet indice d'égalité homme-femme. Et donc ici, typiquement, on va voir qu'à partir d'un résultat de 75 sur 100, l'entreprise obtient un score de 100. Là, elle a eu 62, donc elle a 90 sur 100, mais elle fait mieux que le benchmark dans son secteur d'activité, encore une fois, parce qu'on va pouvoir comparer par rapport au secteur d'activité, puisque dans son secteur d'activité, le benchmark est à 66 sur 100. Voilà. Donc on a toujours cet élément-là de comparaison, qui est, je trouve, vraiment très, très, très intéressant. Pareil, encore une fois, on va avoir ici le pourcentage de départ rapporté à l'effectif. Nathanaël, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet indicateur? Bah, déjà, c'est un indicateur qui va permettre de se poser, de réfléchir sur pourquoi on a un taux, par exemple, pour cette entreprise-là, un taux de départ, un taux de turnover qui augmente. Alors, ça peut s'expliquer de différentes manières, et donc ça va être ça un petit peu l'importance, c'est à partir de cet indicateur RSE, de pouvoir se poser sur son entreprise et de se dire j'ai un taux de turnover qui augmente. Alors, est-ce que c'était peut-être des départs à la retraite, une pyramide des âges plutôt défavorable? Ou est-ce que c'est une vague de démissions, avec, peut-être une qualité de vie au travail, pour laquelle on peut apporter des solutions supplémentaires? Donc ça va être vraiment ça, avec l'indicateur, de pouvoir proposer des solutions qui vont permettre d'agir, sur ma démarche RSE. C'est tout à fait ça. Et vous l'aurez compris, hein, typiquement, le taux de départ, vous le vivez, vous le savez, vous le voyez. Mais c'est toujours bien de pouvoir se poser, de se dire, OK, si comme Nathanaël, tu le disais, c'est plutôt dû à des départs à la retraite, ben, il va peut-être penser à la transmission, parce que c'est la transmission qui va assurer également la pérennité de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il faut recruter plus de jeunes? Est-ce qu'il faut prendre l'apprentissage? Euh, Si c'est des démissions, est-ce qu'on a un manager qui ne fait pas bien son travail? Quelle est l'importance, la qualité de vie au travail et qu'est-ce qu'on apporte aux salariés? Donc voilà, il y a toutes ces réflexions-là que le rapport va apporter. C'est juste de pouvoir se poser, prendre le recul. Vous avez cette information, mais l'analyser et avec justement l'empereur, trouver les bonnes solutions pour assurer la pérennité de son entreprise. J'y reviens toujours, c'est le but premier de la RSE. Voilà. Et pareil, hein, vous avez également une information qui est vraiment très importante, c'est la répartition géographique par zone de création de valeur de l'entreprise. Donc, où est-ce que on va apporter plus de valeur? Est-ce que c'est plus à l'international, plus dans le local, en France, en Europe? Donc, c'est pareil, ça permet de se dire, ah oui, effectivement, là, je vois que j'apporte beaucoup de valeur alors, on peut imaginer qu'elle est dans le Cher, hein, cette entreprise, donc dans ma région, et très bien, où est-ce que j'apporte plus de valeur à l'international? Mais c'est peut-être logique, parce que peut-être que je travaille que à l'international, donc il y a peut-être un intérêt, en fait, par rapport à ça. Mais encore une fois, c'est de voir son impact sur la société, au global. Voilà. Et on a une autre information, c'est la dépendance client. Donc, c'est le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé avec le client le plus important de l'année. Et là, pareil, il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est logique.
d'avoir une très forte dépendance client. Mais si on faisait un rapport, je ne sais pas, pour l'empereur, par exemple, on a fait le rapport pour l'empereur, ils avaient un très bon score d'ailleurs, et c'est logique, souvent les cabinets comptables ont un très bon score sur cet indicateur-là. Mais typiquement, un cabinet comptable, dans la plupart des cas, n'a pas une très forte dépendance client parce qu'il y a plusieurs clients avec un très grand portefeuille client avec à peu près le même poids. Et donc, pour la pérennité d'un cabinet comptable, c'est dangereux d'avoir une dépendance sur un seul client, par exemple. Parce que ce client s'en va, ben, le cabinet risque de ne plus fonctionner, tout simplement. Mais dans d'autres secteurs d'activité, je prends un exemple qu'on a eu très récemment, un standiste, par exemple, qui avait une très forte dépendance client avec un de ses donneurs d'ordre qui lui passe les commandes pour plusieurs autres clients. Donc là, il y a une cohérence, en fait, pour son secteur d'activité à elle. Donc, vous voyez, il y a cette information de benchmark, en fait, qu'on va prendre très au sérieux pour ressortir cette information-là et pour pouvoir, derrière, dire, bah, oui, effectivement, et donc ça, c'est le travail de l'empereur qui vous accompagne à ce sujet-là, du cabinet, de dire, ah bah attention, regardez, là, je trouve que la dépendance client, déjà rien que sur votre secteur d'activité, on aurait pu imaginer le benchmark à 59, si vous étiez à 20. Attention, on n'est pas bon, il faut qu'on réfléchisse à des actions à mettre en place pour l'améliorer. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est de terminer avec les tarifs. Nathanaël, comment est-ce que vous proposez justement les tarifs, oula, je suis allé un peu trop vite, aux différentes entreprises? Donc nous, on va proposer des tarifs, donc ça va être tout simplement en fonction de la taille de l'entreprise. Donc avec un tarif qui va augmenter en fonction de soit une hausse des chiffres d'affaires, soit avec un nombre de collaborateurs plus important. Et on propose aussi donc pour les associations, avec donc 2 rapports en fonction des revenus de l'association. Si on rentre un peu plus dans les détails, donc pour les TPE, voilà, chiffre d'affaires, ça va être pour inférieur à 500 millions, moins de 10 collaborateurs. Ce qu'on va classer comme TPE+, ça va être moins d'1,5 million, moins de 20 collaborateurs. Et donc les PME, ça va être pour les entités qui font plus de 1 million de chiffre d'affaires, 1,5 million, et qui ont plus de 20 collaborateurs. Et donc, vous voyez, hein, typiquement, Garage Daily, enfin, 3 collaborateurs, vous pouvez déjà avoir votre rapport RSE qui va vous coûter 300 euros. Et souvent, on nous dit, attendez, donc je peux vraiment avoir un rapport à 300 euros? Eh bien oui, dès 300 euros, vous allez pouvoir avoir votre rapport RSE. Euh, le coût n'est pas juste parce que l'entreprise est plus grosse ou plus petite. Le coût ne varie pas juste à cause de ça. La variation du tarif est très simple. C'est tout simplement parce que selon la taille d'entreprise, on ne va pas pouvoir ressortir plus ou moins d'informations. Il y a certaines informations dans une petite entreprise qu'on n'aura pas dans les FEC ou qui ne sont pas pertinentes, tout simplement, qui auront un impact beaucoup trop dévalorisant pour l'entreprise. Donc, on ne va pas ressortir ces indicateurs-là. Mais pour une TPE, on va avoir une douzaine déjà d'indicateurs. Pour une PME, on va avoir à partir de 40 indicateurs, selon également, encore une fois, ces données. Donc, c'est vraiment adapté à la taille de chacune des entreprises. Voilà. J'espère que de tout ce que je vous ai dit, je vous ai donné d'avoir envie de faire votre rapport RSE. Donc ça, c'est vraiment très important, mais j'espère également, ça c'est le premier point, que vous avez compris l'intérêt de la chose. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions à Garage Daily, par exemple? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, Garage Daily est en train d'écrire hein, pour information. Pas pour le moment. Bon, bah écoutez, très bien. Euh, merci beaucoup à tous. Et je vous donne le mot de la fin, Leslie Nathanaël. Vas-y, Nathanaël. Ouais, donc bravo. Pour conclure, ben alors nous, c'était vraiment pour l'ensemble en fait de ces avantages-là qu'on vous a montré tout au long de ce webinaire qu'on tenait à vous présenter. Donc ces nouvelles missions, cet accompagnement dans la réalisation du rapport RSE.
Parce que comme on l'a souligné, même si pour le moment la démarche RSE elle reste volontaire, il va y avoir quand même des évolutions réglementaires et des remontées d'informations auprès soit de vos clients, soit de vos fournisseurs, qui vont vous amener à être confrontés en fait à ces nouvelles problématiques en lien avec la RSE. Donc c'est pour ça qu'on tenait à pouvoir, d'une part vous accompagner dans la démarche et puis de vous permettre d'anticiper, donc avec plus de sérénité ces différentes évolutions qui vont apparaître. Alors des évolutions qui vont être, plus ou moins rapides, notamment en fonction du secteur d'activité. Je pense notamment au transport, au BTP, à tout ce qui est en lien avec les métiers du chauffage, de l'isolation, de la climatisation, notamment dans la filière du bois où voilà, il va y avoir, très prochainement, je pense, des fournisseurs, ou des clients, qui vont demander, des remontées d'informations pour pouvoir établir, leur rapport à eux et avoir vraiment une vision aussi de leurs différentes parties prenantes. Tout à fait. Ben, merci beaucoup à tous et puis très bonne journée. Merci à Voilà. tous. Merci pour votre attention à tout le monde. Bonne journée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'adresse de Nathanaël qui est notée ici en bas sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Envoyez des mails, m'appeler. Je reste disponible pour vous. Merci à tous. Au revoir. Bonne Journée, au journée. revoir. Au revoir.